Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Développer une société de gestion entre créativité et impact. Philippe Colombel, Managing Partner de Partech. D'abord, crise égale opportunité. Ça, c'est la première leçon. Deuxième chose, il ne faut pas gérer un fonds d'investissement, une société de gestion, comme un animal différent d'une entreprise. Ce qui permet de donner de la fluidité aux entreprises, c'est la croissance. Mon obsession de la croissance, elle vient du fait que la croissance résout beaucoup de problèmes, donne de l'intelligence aux gens, les autorise à prendre des risques. Ce qui nous a permis de prendre des risques, c'est qu'on a lancé une première initiative qui a marché. Tous les partenaires ont été plus confiants. On a lancé une deuxième initiative, une troisième initiative. Et sur les 6 initiatives qu'on a lancées, il y en a 5 qui ont marché. La seule qui n'a pas marché, c'est une initiative lancée pendant le Covid. C'est un épisode où Philippe, un investisseur bien connu de l'écosystème tech en Europe, nous partage l'histoire de Partech depuis sa création en tant que société de capital risque indépendante jusqu'à aujourd'hui. Il met en évidence les différentes étapes qui ont conduit à une croissance des actifs sous gestion de 50 millions à 3 milliards d'euros. Parmi ces chantiers, il y a le lancement de Partech en Afrique, le déploiement de la gestion Growth ou encore la création d'un fonds à impact. Je trouvais aussi essentiel de traiter les sujets de gouvernance avec la nomination récente de Partners et de découvrir l'organisation que Partech esquisse pour pérenniser son modèle. Nous parlons aussi des relations avec les LPs, notamment le FEI, des processus de lancement de leurs nouvelles initiatives, notamment en ce qui concerne le fonds Article 9 récemment annoncé, et de la manière dont la société de gestion envisage les sujets liés à l'ESG. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Philippe. Bonjour. Très heureuse que tu m'accueilles à nouveau chez Partech. Moi, très heureux de te réaccueillir chez Partech. Bon, alors cette fois-ci, on ne parle pas d'Agica, parce que c'était l'objet de notre dernière discussion. Mais on va parler de Partech. On va s'étendre sur ce que vous faites, parce que y a beaucoup de choses à dire. On ne va peut-être pas revenir en détail sur toute l'histoire de Partech, mais avant qu'on commence, je voulais quand même que tu te présentes à l'audience. Donc, moi, je suis Philippe Colombel, cofondateur de Partech. Alors, cofondateur, c'est un bien grand mot, puisqu'on a repris avec Jean-Marc Patouillot Partech en 2008, 8 jours avant le crash de Lehman. Un Partech qui, à l'époque, avait une taille très réduite. Partech avait beaucoup souffert de la crise de la tech de 2000. Et donc, on a repris 50 millions d'AUM et on devrait finir l'année 2023 à 3 milliards d'AUM. Top. Et avant Partech ? Avant Partech, partenaire Accenture, Andersen Consulting à l'époque, et puis dirigeant chez Carrefour. D'accord. Super. Alors justement, quand vous avez repris Partech, c'était Paribas, c'est ça, hein, Paribas Technologies ? Alors, non ? Alors l'histoire. Moi, je veux tous les détails du début. L'histoire en 1 minute. En 82, un génie de la finance, André Lévy-Lang, qui a créé beaucoup de choses dans le paysage bancaire français, la compagnie financière, toute la partie banque industrielle de Paribas, a l'idée d'installer une toute petite équipe dans la Silicon Valley et au Japon. Et souvenez-vous, 1982, le péril jaune, le Japon allait dominer le monde industriel. Cette aventure japonaise s'est finie avec le krach immobilier de 1989. Donc en 82 et 89, il y a eu cette année miraculeuse pour le Japon. Ils ferment le Japon et puis à partir de 96, ils ouvrent l'Europe. Mais entre-temps, en 89, Partech était devenu indépendant. Première crise de la tech. Comme d'habitude, avec les grands corporates, il y a parfois un mauvais timing, mais 89, c'était l'année aussi du lancement de Business Object, qui a été la première grosse IPO européenne. Donc 89, Partech devient un partnership indépendant, croît jusqu'en 2001. 2001, très sévère crise de management chez Partech, qui devient réduit comme peau de chagrin. Crise de management grâce à un groupe d'investisseurs, le FEI, la BPI, CNP et quelques autres. Avec Jean-Marc, on reprend Partech, comme je le disais, 8 jours avant le crash. Ensuite, une histoire qui s'accélère. On était 65e fonds européen, donc donné par tous les observateurs, les journalistes, nos concurrents comme morts.
Et on se dit qu'on n'a rien à perdre. Et donc, on lance une stratégie de croissance très agressive. On lance un premier fonds de venture en 2011-2012. Ensuite, on recrute un de mes CEO, Romain Lavaux, qui avait été d'abord VP Sales chez Pertinence, en lui demandant de lancer le fonds de seed. Mhm. Ensuite, en 2014, on recrute quelqu'un que je connaissais depuis 30 ans, Bruno Kremel, qui était passé chez LBO France et son dernier poste avait été patron de Darty. Et Omri Menayoun, qui était passé chez Dassault Systèmes, et lorsqu'il était au M&A chez Dassault Systèmes, il avait racheté Pertinence, la boîte où était Romain. Donc c'est tous des gens qu'on connaissait très bien, que je connaissais très bien. On lance un fonds de growth en 2015, et ensuite l'histoire continue de s'accélérer. On recrute Cyril et Tidjane pour lancer le fonds Afrique. Et puis en 2022, on recrute une équipe pour lancer un fonds Impact. Donc on a à ce jour 5 stratégies. Comme tu le vois, on n'a jamais cherché à créer des stratégies gigantesques en termes d'AUM. On essaie de trouver, je pense que notre seul vrai talent, c'est de trouver des niches très peu travaillées au moment où nous, on commence à vouloir créer un fonds. On a été les pionniers du gros, on reste les pionniers de l'Afrique. On va être les premiers de l'impact gros en Europe. Il n'y a pas de fonds impact gros. Et toujours des analyses très très simples. Il n'y avait pas de fonds Afrique en tech. Le LBO avait été une catastrophe parce que c'était des business locaux. Mais l'Afrique, c'est plus d'un tiers de la population mondiale en 2035, plus de 40% des moins de 20 ans, une capacité de leapfrog technologique extraordinaire et la capacité à créer des entreprises à l'échelle d'un continent. Et on a quelques très beaux succès qui se sont faits. La première sortie s'est faite à 500 millions. Il a fallu 15 ans pour qu'en France, une sortie se fasse à 500 millions. Et là, on est en voie de faire une ou deux unicornes, avec notamment une boîte qui s'appelle Therapay, que tout le monde connaît, et qui doit faire 40 millions de revenus par mois. Enfin, c'est une histoire gigantesque. Alors, c'est quoi les leçons que tu as apprises ? On en a déjà parlé là, mais j'aimerais juste que tu partages avec l'audience les leçons que tu as apprises en tant qu'investisseur au fil des années et des cycles. C'est une question que j'aime bien poser pour des VC qui sont sur la place depuis pas mal d'années et qui en ont vu d'autres, j'ai envie de dire. Alors, d'abord, crise égale opportunité. Ouais. Ça, c'est la première leçon. Deuxième chose, il ne faut pas gérer un fonds d'investissement, une société de gestion, comme un animal différent d'une entreprise. Ce qui permet de donner de la fluidité aux entreprises, c'est la croissance. Mon obsession de la croissance, elle vient du fait que la croissance résout beaucoup de problèmes, donne de l'intelligence aux gens, les autorise à prendre des risques. Ce qui nous a permis de prendre des risques, c'est qu'on a lancé une première initiative qui a marché. Tous les partenaires ont été plus confiants. On a lancé une deuxième initiative, une troisième initiative. Et sur les 6 initiatives qu'on a lancé, il y en a 5 qui ont marché. La seule qui n'a pas marché, c'est une initiative lancée pendant le Covid. Mais donc ça veut dire que et souvent on les a lancés en période de crise. On lance l'impact là, en pleine crise début 2022. On nous promet l'enfer. On nous avait promis l'enfer sur l'Afrique en nous disant que c'était pas levable. Ce n'était quasiment pas levable. Mais pourquoi tu dis que c'était quasiment pas levable ? Parce que souviens-toi, 2016-2017, énormément de conférences sur l'Afrique qui est en train de décoller, mais aucun investisseur privé n'était intéressé. Avec Cyril et Tidjane, on était désespérés. On a levé chaque pierre et on a fait notre premier closing grâce à l'AFC, c'est la branche privée de la Banque mondiale, qui nous a fait confiance. C'était leur premier investissement tech en Afrique. Ça a tout changé. On a fait un premier closing on a dû faire un premier closing à moins de 40 millions. On a dû s'arrêter à 120 millions sur souscrit. Le deuxième fonds Afrique, il a été largement au-delà des objectifs. On visait 230 et comme tu le sais, on a fait 280 millions alors qu'on pouvait faire encore beaucoup plus. Mais c'est nous qui avons arrêté. Ouais. C'est l'initiative dont je suis le plus fier parce que c'est le seul continent où un VC non américain est dominant sur le marché. Ça, c'est épatant. C'est un sujet que j'adore. J'avais fait un des tout premiers hors-série, le tout premier hors-série sur l'Afrique. C'est un continent
qui a un potentiel extraordinaire. Je suis même étonnée qu'il n'y ait pas plus de Partech qui développent des fonds en Afrique. Alors, il y a un autre point que je trouve intéressant, qu'on avait aussi discuté la dernière fois qu'on s'est vu, c'est le fait que Partech maintienne ce momentum année après année, sachant qu'il y a eu énormément de concurrence qui s'est développée autour du VC ces 5 dernières années. Il y a eu plein de fonds qui ont levé sur plein de verticales particulières en développant vraiment des compétences hyper particulières, des fonds verticalisés en insurtech, en fintech, etc. Comment t'expliques que Partech ait toujours réussi à maintenir ce momentum et à toujours garder la confiance de ses LPs et à finalement toujours assurer en termes de rentabilité, enfin en tout cas satisfaire ses LPs en attirant des boîtes quand même super sympas dans le portefeuille? D'abord, ça c'est la vue ex post. Ça a été extrêmement difficile. Ouais, j'imagine. Quand on a lancé le premier fonds de seed et surtout le premier fonds de growth avec Omoy et Bruno, on nous a prédit l'enfer en disant qu'on était des gens qui cherchaient l'AUM plutôt que la performance. Et c'est très vrai qu'à l'époque, ma vision, c'était de dire que la performance viendrait de la taille. On était sous un marché sous-critique, on n'était pas capable de soutenir nos entreprises en Europe et que l'accroissement de la taille des fonds favoriserait la performance, et c'est exactement ce qui s'est passé. La performance des fonds Partech a explosé à partir de 2017. Pourquoi ? Parce que tu as plus de moyens à déployer ? Parce qu'on a eu plus de moyens à déployer. Moi, je suis rentré. Dans la crise de 2008, on avait 50 millions, on n'était pas capable de soutenir nos boîtes. Pour l'ensemble du VC européen, toutes leurs boîtes, dans les fonds bien gérés, toutes leurs boîtes sont entrées dans la crise 2022 avec au moins 30-40 millions de cash sur le balance sheet. Et les gens intelligents, ils vont passer la crise sans problème. Ça change tout. Ça change tout. Donc, d'abord, c'était pas gagné. Deuxième chose, on est un partnership très paranoïaque. Et donc, il n'y a pas de compétition qui est méprisée, enfin, je sais pas comment dire en français, qui n'est pas scrupuleusement observée. Ouais. Et on a vu apparaître des dizaines de compétiteurs. La plupart n'ont pas pu faire de fonds, mais chaque fois qu'il y a un compétiteur qui apparaît, on regarde sérieusement ce qu'ils font et on essaye vraiment de toujours avoir une longueur d'avance. Et tu penses qu'il y a une forme d'agilité qui s'est développée en interne, ou vous arrivez encore à être agile parce que vous êtes quand même nombreux et... On est très agile. La preuve, c'est qu'on double nos AUM tous les 3 ans et on lance une nouvelle stratégie tous les 3 ans. Donc, l'agilité, elle est au cœur du modèle. On a, pour être clair, pour le moment, on a beaucoup plus d'idées que de moyens. Donc, les nouvelles initiatives, elles sont passées au grill parce qu'on sait qu'on ne peut faire qu'une initiative tous les 3 ans. Si nous avions plus de moyens, on irait encore plus vite, en fait. D'accord. Alors, un des points que je trouve intéressant, c'est quelques très très belles boîtes du portefeuille. J'aurais aimé que tu reviennes sur quelques deals dans lesquels, des sociétés dans lesquelles vous avez investi qui ont connu une croissance significative. Alors, je citerai certaines comme Alan, comme Nickel, vous avez fait votre exit, mais aussi October. Est-ce que tu pourrais en reprendre certaines que tu as particulièrement accompagnées de ton côté et nous expliquer de quelle manière vous les avez aidées à se développer et en être là où elles en sont ? Alors, il y a une étude JP Brown qui date déjà de juin 2023 sur les 50 futures licornes les plus probables en Europe. Partech en a 10. Donc, on a 20% selon une banque d'affaires anglo-saxonne. Donc, on a 20% de part de marché des futures licornes en Europe. Donc, on va partir de ça. Dans le fonds de growth, il y a 2 entreprises de très, très belle qualité. Brevo, qui s'appelait Sending Blue, qui est une entreprise qu'on a pris à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le fonds de growth et qui a dépassé les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Une autre entreprise qui a suivi la même trajectoire, c'est M-Files, exactement la même chose. Autre grand succès du fonds de growth, c'était évidemment Ecovadis. Donc toutes des entreprises qu'on a pris dans des tailles entre 10 et 20 millions, auxquelles on a fait passer le cap des 100 millions. Donc ça, c'est quand même un très beau succès. En venture, tu citais Nickel. Il y en a plein. Il y a eu Medigate, qu'on a très bien sorti et consolidé aux États-Unis récemment en 2022, en pleine crise. Mais les enfants de chéri du portefeuille, tels que les voient les banquiers, c'est Akeneo,
qui a passé les 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est Agicap, dont on ne va pas reparler. Conféré épisode 45, je ne sais plus. C'est Bitrise, c'est Shipeo. Ce qui est impressionnant, Shipeo, c'est qu'on a fait un pari. À l'époque, tout le monde pariait sur les plateformes en marketplace, sur le transport. On a été le seul en Europe à parier sur du software. Il reste 3 acteurs du software dans le monde sur la visibilité logistique real-time. Forecast aux États-Unis, P44 en Europe et Shipeo qui domine le marché européen. On peut également citer, plein d'autres plateformes. On peut citer. Il y en a. Et je voudrais pas finir. Il y en a aussi de très très belles dans nos fonds de seed. Évidemment, Alan, Sorare, Gelismac, CoachHub, Penny Lane. Donc, on est devenu d'acteur marginal, une machine à fabriquer des très belles boîtes. Bon. Super, au moins c'est dit. Alors, il y a un des points qui concernait, juste pour terminer, sur Partech, puis après on parlera d'impact, mais j'étais intéressée de voir aussi comment vous organisiez en interne, parce que vous faites, entre guillemets, monter des jeunes, je pense à Boris Golden, comme nouveau partenaire chez Partech. J'aurais aimé que tu nous expliques un petit peu justement cet accompagnement de la gouvernance pour maintenir Partech dans les 50 prochaines années. Et quel impact ça peut avoir sur le changement de la stratégie de la société ? C'est une industrie dans laquelle le principal capital, c'est le capital humain. Donc, il y a quelque chose qu'il ne faut pas faire, c'est laisser partir les meilleurs. Pour ne pas laisser partir les meilleurs, il faut d'une part les rémunérer correctement, d'autre part les incentiver en carry correctement, et troisième chose, qu'ils se sentent chez eux et partie prenante de la stratégie. Donc, ça a été toute la politique qu'on a mise en place chez Partech. On veut, et on l'avait dit au début, les gens étaient sceptiques, et puis on a fait passer Boris comme partenaire. Les gens commençaient de croire qu'on était une des seules plateformes qui faisait vraiment vivre ça. Ensuite, on a fait passer André-François Poncet, on a fait passer aussi Andrew. Donc, on a développé une culture de passage de partenaires de nos jeunes les plus méritants. Et ça, c'est très important parce que c'est par l'équilibre, expérience, impétuosité, qu'on peut maintenir cet avantage. Ce qui est intéressant, c'est que c'est parfois les plus âgés qui sont les plus entreprenants ou les plus risk-takers, disons. Donc, on a trouvé un très bon équilibre. On ouvre le partnership, et ça, c'est très important, à des jeunes générations, et on sait que c'est au sein de ces partenaires qu'on trouvera les futurs dirigeants. Et donc, on a mis en place un système de coaching où les gens sont coachés par des gens en dehors de leur business unit, de façon à pouvoir avoir une parole libérée, et aussi de façon à ce que des gens d'autres business units de la plateforme les connaissent. Parce que le danger d'une grande organisation, on est encore tout petit, on fait 70, mais le danger qu'on percevait, c'est que finalement, les gens sont bien identifiés dans leur pôle respectif, mais inconnus des partenaires des autres pôles. Le système de coaching, il a permis vraiment de casser ces barrières. Merci pour ta transparence. Alors, Philippe, juste pour clôturer cette partie de l'interview, est-ce que tu pourrais revenir sur la relation que vous avez avec les LPs et de la manière dont tu gardes justement la confiance des LPs qui, toi, te connaissent, te font confiance, etc. Et puis, pour l'avenir, toujours avoir confiance en Partech. On considère que nos LPs sont des clients et des partenaires. Souvent, les entreprises d'investissement, elles ont oublié que les LPs étaient vraiment des clients et des partenaires. Et donc, nous, on a mis en place un principe, c'est une transparence radicale. Quand il y a des sujets, on en parle avec les LP avant de prendre des décisions importantes. Lorsqu'on lance une nouvelle stratégie, on en parle avec les LP. Au début, quand on lançait la stratégie grosse, le FEI nous disait « mais on n'aime pas ça ». Récemment, le FEI est venu nous voir en disant si vous êtes une des seules, et c'est impressionnant, en 7 ans le passe. Récemment, le FEI est venu nous voir en nous disant vous êtes une des seules plateformes en Europe capables de lancer une nouvelle stratégie. Et on aime beaucoup ça. Donc, il faut dialoguer avec les LP, il faut les convaincre, mais quand il y a des sujets, il faut en parler très, très rapidement avec eux. Et c'est ce qu'ils apprécient parce que le LP, il est dans une relation de confiance. Ce que je dis toujours, c'est qu'il veut une performance minimum. Il a des barres de performance, mais au-delà de la performance, c'est également la confiance qu'il a
dans ses investisseurs à pouvoir lui dire la vérité s'il y a un problème majeur. De toute façon, tu as un LPAC qui est mis en place avec... Oui, mais le LPAC, c'est du droit. Aller consulter ses principaux LP lorsqu'on lance l'Afrique pour créer un dialogue, on n'est pas obligé. Non, personne ne nous l'oblige. Oui. Mais c'est une saine hygiène. Et puis, c'est une relation de couple, en fait. Non, mais il y a de ça quand même. Il y a ça. Mais vraiment, la transparence extrême avec CLP, je pense que c'est aussi un de nos différenciants. Et c'est ce qui a permis de garder cette confiance toutes ces années. Merci beaucoup pour ta transparence. La décision de faire cet enregistrement, c'est aussi de parler d'impact. J'essaye plus en 2023 de parler d'impact, donc je suis heureuse de pouvoir en parler avec toi. Tu en as brièvement parlé tout à l'heure. J'aurais aimé justement que tu nous expliques un petit peu qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur dans ta tête, dans celle de tes partenaires, pour lancer ce fonds impact. C'est toujours la même dynamique. On voit des tendances de marché, on l'avait vu sur le gros, on l'avait vu sur l'Afrique, les gens parlent, on parle de l'impact. Nous, on regarde, toujours avec un pas de côté, on n'est pas très présent dans les conférences ou dans l'écosystème, mais on regarde très attentivement ce qu'il fait. Et puis à un moment, on cristallise. Dans le cas précis de l'impact, un de nos grands investisseurs institutionnels est venu nous voir, le FEI, parce qu'il faut lui rendre hommage, en nous disant: vous êtes une des seules plateformes à être capable de lancer une initiative. Si vous lancez un fonds Early Stage Impact, on vous suit. On s'est creusé la tête. On s'est dit d'abord, comme d'habitude, on leur a répondu, on revient vous voir lorsqu'on a une équipe. On a trouvé une équipe. Donc c'est un partenariat avec une équipe ou c'est une équipe recrutée ? On recrute des équipes. D'accord. On n'a jamais fait de croissance externe. Ok. Tout est de la croissance organique. Ça, c'est un point que je n'ai pas souligné, mais qui est important. Le passage de 50 milliards à 3 milliards, il est en croissance organique. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Première étape, toujours, on fait une rapide étude de marché. En parallèle, on regarde si on trouve une équipe. Et trouver une équipe, c'est bien plus long que l'étude de marché. Je me doute. L'Afrique, on a mis, avec Romain, on a mis quasiment 1 an. Et là, on a dû mettre 1 an et demi. Ouais. Au bout d'1 an et demi, on leur dit, ça y est, on a l'équipe. Et donc, tu as quoi ? Des analystes ? On a 2 partenaires. Ouais. On a des partenaires prêts à démissionner de leur poste et à prendre le risque. Il y en a un qui était chez Bain Capital, l'autre qui était chez McKinsey, des gens extrêmement seniors qui connaissent très très bien l'investissement. Chez McKinsey, Arnaud s'occupait de toute la stratégie des pays et Rémi était passé chez McKinsey et ensuite a géré la plateforme de Bain Capital. Ouais. Donc, des gens extrêmement expérimentés qui étaient prêts à prendre le risque de tout recommencer. Et ça, c'est assez impressionnant. En parallèle, évidemment, on avait mûri et on a été revoir le FEI en leur disant, écoutez, nous, on a fait une étude de marché. Il y a 65 fonds impact early stage en Europe. On ne va pas rajouter le 66e. Nous, on aime les Blue Ocean, pour parler comme les startups. En revanche, on vous dit qu'il y a quelque chose d'extraordinaire à faire, ça serait de faire un fonds de gros impact. Parce qu'il y en a un dans les Nordiques, il y a un peu Mirova qui est captif de Natixis. Oui. On pense qu'on peut faire mieux. En toute immodestie, on pense qu'on peut faire mieux. Et stupéfaction en disant, mais c'est pas ce qu'on vous avait dit. Non, on leur dit, mais nous, c'est pas la question, mais c'est notre réponse, et on va le faire. Et on a trouvé un support auprès de FEI, des grands investisseurs, comme d'habitude, parce qu'ils ont pensé que c'était intelligent, qu'il manquait des plateformes grosses. Ouais. Et nous, on pensait qu'apporter du gros, c'était absolument clé dans l'impact, parce qu'à un moment donné, il va falloir passer à l'échelle, avec des compétences différentes de celles qu'on trouve dans les fonds de grosses digitaux, beaucoup plus industriels, assets réels. Et c'est comme ça qu'on a donné naissance à ce fonds impact. Dans quel type de société vous allez investir ? Dans des sociétés qui vont faire plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, sur lesquelles il y a déjà un plan d'affaires qui est exécuté et qui ont besoin de passer à l'échelle. Donc, comme d'habitude, soit c'est un leader local qu'on va internationaliser, soit c'est quelqu'un qui a trouvé une belle niche de marché et sur lesquels on veut étendre la niche de marché. D'accord. Et ça, on commence de voir de très très belles entreprises avec un vrai problème, c'est toujours pour ces entreprises early stage l'accès au capital. Donc on répond à un vrai besoin de marché sur ce fonds impact. Alors
dans le processus de due diligence, d'identification des cibles dans un VC traditionnel, voilà, il y a des processus qui sont très clairs chez vous. Quand il s'agit d'investissement à impact, les processus de screening sont pas nécessairement les mêmes, en tout cas sur certains éléments. Alors comment vous avez intégré ces critères dans les processus de décision d'investissement? Alors ça, c'est plutôt à voir avec l'équipe, bien sûr. Non, oui, mais il y a quelque chose de très important. D'abord, c'est qu'on a voulu faire un vrai fonds impact, qui est donc ce qu'on appelle dans le jargon technique un fonds article 9, ouais, avec des critères d'impact définis et sur lesquels on les définit au moment de l'investissement et on suit leur évolution. Donc, pour te répondre très clairement, il y a une dimension de due diligence supplémentaire. S'il faut qu'on soit sûr que cette entreprise va avoir un bénéfice pour la planète, quel qu'il soit social, soit environnemental. On est plus axé environnemental et énergie que social, mais chaque fois on définit des critères, on voit si on peut vraiment améliorer et avoir un impact positif sur la planète. Deuxième chose importante, pour autant, on est intransigeant sur les critères traditionnels. J'imagine. Et donc, c'est plutôt des due diligence supplémentaires qu'on fait dans le cas de l'impact. Mais moi, mon point de vue, c'est que de toute façon, l'industrie du private equity, elle deviendra impact ou elle ne survivra pas. Donc, de toute façon, c'est aussi un choix stratégique qu'on a fait, c'est d'être en avance sur une transition de marché qui nous semble inéluctable. Alors, tu as parlé des LPs, tu as parlé d'un LP, j'imagine peut-être la BPI aussi, mais le FEI, mais par rapport aux LP institutionnels que vous pouvez avoir traditionnellement, qui sont plutôt dans des recherches de performance, comment tu réconcilies les attentes de tes LPs sur les autres fonds de la constellation Partech avec ceux qui seraient un petit peu moins enclins à investir dans les fonds APEC, peut-être par biais, parce que les gens pensent que les performances sont moins bonnes? Alors, t'évangélises ? D'abord, on évangélise. Et deuxième chose, nous, on ne vend pas des performances moins bonnes que nos autres segments. Ouais. Et troisième chose, les LP, contrairement à ce qu'on pourrait croire, sont à la recherche d'investissement dans des fonds impact. D'accord. Et c'était plutôt, ce qui est intéressant, c'est plutôt l'inverse. C'est que, en créant une offre de fonds impact grosse, on a plutôt matérialisé une demande latente, c'est-à-dire que ils investissaient à petite échelle dans des fonds early stage, mais il n'y avait pas d'offre, il n'y avait pas d'équipe crédible dans lesquelles ils étaient capables de mettre 40, 50 millions. Et c'est ce qu'on a créé. Et c'était vraiment toute l'analyse stratégique qu'on a fait en amont, c'est-à-dire que c'était levable. D'accord. Alors, un autre point que je trouve intéressant, parce que j'ai fait des épisodes spécifiquement avec, par exemple, je pense à Satgana, qui est un fonds spécialisé en climate tech, donc vraiment un fonds à impact. Donc, c'est du seed, c'est pas du growth. Mais comment est-ce que tu te positionnes comme Partech, qui est plutôt vu comme un VC traditionnel, j'ai envie de dire, face à des fonds comme ça qui sont hyper spécialisés, avec une expertise vraiment très fine? Comment est-ce que, d'un point de vue même branding, tu arrives à convaincre ces entrepreneurs d'aller de t'avoir comme investisseur? C'est très intéressant. Les entrepreneurs, ils aiment les investisseurs qui ont du succès. Donc ça, c'est le premier point important. Lorsqu'on arrive avec une plateforme telle que Partech, on a dû financer depuis 2012 325 entreprises. On a quasiment toujours une success story dans un des verticaux de nos entrepreneurs. Ça, c'est le premier point. Ils préfèrent aller avec un fonds qui a eu du succès dans un domaine que tout réinventer. Deuxième chose, les entrepreneurs, ils aiment des gens qui comprennent bien leur métier. Et donc, je pense que ce qu'on a été capable de faire chez Partech, c'est grâce à cette plateforme, on est capable de leur mettre toujours une équipe d'investissement qui comprend bien ce qu'elle fait et qui comprend ce que fait l'entrepreneur. On avait parlé sur Agicap, moi j'étais arrivé chez Agicap, je connais bien les fintechs, on savait leur métier. Troisième chose, on pense que on a toujours refusé et on a laissé beaucoup d'argent sur des stratégies verticales. Quasiment chaque mois, on a un LP qui vient nous voir. Ça s'est passé il y a 6 mois. Si vous faites un fonds gaming, on vous suit. Si on vous fait un fonds fintech, on vous suit. On a laissé beaucoup d'argent sur la table. La plupart de ces investisseurs ont été voir nos concurrents lorsqu'on a dit non.
Mais nous, on pense que l'innovation, elle se fait toujours dans les intersections. Et donc, avoir des fonds trop spécialisés, ça ne permet pas de voir ce qui se passe vraiment. Comment ça ? Je vais donner un exemple sur une boîte de notre portefeuille qui s'appelle Fresha. Fresha, il y a au moins 3 niveaux d'analyse. C'est un logiciel qui permet de gérer des salons de coiffure. Bon, donc c'est du SaaS B2B. Pas très intéressant. Enfin, pas très intéressant au sens, c'est pas très novateur. Oui. Mais sur Fresha, il y a une première marketplace qui permet de prendre des réservations. Là, tout d'un coup, c'est SaaS Enable Marketplace. Et puis, si j'analyse Fresha en détail, en fait, c'est une fintech. Parce que la majorité des revenus de monétisation, ils viennent du paiement. Ouais. Et lorsqu'on a investi dans Fresha, c'était avec du potentiel. Tous les fonds fintech, ils ont passé. Alors que nous, c'était quelque chose qui était un potentiel. Peu importe finalement quel était le mode de monétisation. On savait que c'était une des voies de monétisation possibles. Et on a pu financer une des entreprises les plus innovantes dans le domaine de la beauté parce que finalement, elle est à l'intersection de plein de tendances, les marketplaces, le SaaS et la fintech. Et ça, on essaye de le répliquer le plus souvent possible. Autre exemple, Medigate, cybersécurité pour matériel hospitalier, toujours à l'intersection de plusieurs verticaux. Ouais. Et donc, tu ne te mets pas d'œillère, c'est ça que tu veux dire ? On ne met pas d'œillère. Ouais. Et par exemple, intéressant, lorsque on finance Sorare, on avait décliné et nos LP nous disaient mais pourquoi vous faites pas de crypto, voilà. Et on avait un moment, on était sous pression en disant mais vous êtes un peu, on disait on ne voit pas de business model émergent. Ouais. C'est pour ça qu'on a bondi sur Sorare. Je m'en souviens très bien. Il y avait encore des rooms, tu sais, j'entendais, il y avait une room avec Seb Coinon et Boris Golden qui débattaient de Sorare au moment où vous avez fait l'investissement. Bref, c'était petite aparté. Alors, dernière question sur ce fonds impact. Est-ce que tu penses, parce que tu disais que l'avenir du private equity, c'était quand même des 9 funds, est-ce que tu penses ou est-ce que tu vois que ce fonds peut infuser au sein de la constellation des fonds Partech et diffuser, je dirais, des bonnes pratiques en matière de due deal, peut-être aussi former les équipes, en tout cas que les personnes qui rejoignent Partech puissent aussi former les équipes sur un certain nombre de business models qui soient, je dirais, positifs pour l'économie. Comment tu vois les choses ? Alors, c'est pire que ça. On a lancé 2 fonds article 8. Le fonds Afrique est article 8, le fonds Venture est article 8. Ouais. Le fonds Impact est article 9. On a recruté Josefa Montana, qui est ESG Officer chez Partech, qui travaille avec tous les fonds. Donc, c'est pas une potentialité. D'ores et déjà, elle est en train de mettre à niveau toutes les stratégies. Tout au carré. Tout au carré. Et ça, c'est un élément dont on n'a pas parlé. Mais en parallèle à la croissance des équipes d'investissement, on a structuré une équipe support de très grande qualité autour d'Emmanuel Delaveau qui gère tout ce qui est relations investisseurs et BizDev, Karen Noël qui est notre chief legal, notre general counsel qui est quelqu'un d'extrêmement grande qualité. On a un double pôle finance, corporate avec Christelle et CFO fonds avec Olivier. Et on a une directrice marketing à Londres. Donc, Partech, c'est une boîte avec des fonctions corporate très développées. Top. Philippe, donc on arrive à la fin de cette discussion. La dernière fois, tu nous avais recommandé Olivier Sibony. Oui. Alors, qu'est-ce que tu nous recommandes aujourd'hui ? Plusieurs bouquins. En politique, évidemment, Le Mage du Kremlin. Vraiment excellent. En littérature, McCarthy, qui est mort il y a à peu près 6 mois. La Route, la trilogie des confins, c'est exceptionnel. Dans le business, un bouquin très utile pour tous les entrepreneurs, un bouquin qui s'appelle Magic Box Paradigm sur la gestion du M&A. Top. Merci beaucoup. Je vais le lire celui-là. À bientôt, Philippe. Au revoir, merci beaucoup. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.